avons certainement dépassé les 130 émissions à Contretemps. Et je ne sais pas pourquoi, mais je prends toujours le même plaisir Mais à vous, partagez. à vous rencontrer. Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour Gérard. Bonjour. Bonjour, Gérard. Resplendissante Frédéric de ce Merci. matin. Et ça en fait. Voilà, tout douce. Tout douce. Cachué. Mon édito, comme d'habitude, parce que c'est devenu une tradition. Alors, je vais essayer de vous dire le plus calmement possible mon édito qui porte une question qui est en train de faire bouger les esprits j'allais dire en Martinique, dans l'Hexagone. Bali Bagayoko, maire, non pas maître de Saint-Denis, est au cœur d'une polémique nationale. Élu en 2026, il incarne un renouvellement politique dans une ville emblématique, Saint-Denis, dans la région parisienne. L'édile est né en région parisienne lui-même aussi, de parents maliens, mais des propos tenus sur la chaîne CNews, cette fameuse chaîne, sont jugés racistes et ont provoqué l'indignation. Le psychologue Jean Dorido, qui est partie prenante à cette affaire, est directement mis en cause. Ses propos, à propos de Bali Bagayoko, je cite, « C'est important de rappeler que l'Homo sapiens, en tant qu'Homo sapiens, nous sommes des mammifères sociaux et de la famille des grands singes. Et par conséquent, dans toute collectivité, dans toute tribu, nos ancêtres vivaient en tribu. Il y a un chef qui a pour mission d'installer son autorité. » Le philosophe Michel Onfray a donné aussi de son refrain en disant, en prêtant à Bali Bagayoko une attitude de mâle dominant pour avoir appelé à faire allégeance après son élection. Et commentaire de ce philosophe, ça c'est très tribal, on fait allégeance au mâle dominant, a déclaré Onfray. Mais on n'est pas dans une tribu primitive, a-t-il poursuivi. Il a aussi appelé en disant à ce monsieur qu'on n'est pas dans une théocratie et qu'il n'est pas devenu le roi divin du village. Bali Bagayoko annonce porter plainte et appelle à un grand rassemblement antiraciste. Au-delà de l'affaire, un débat s'ouvre sur les limites d'abord de la parole médiatique. Tout prend une importance extraordinaire, mais aussi sur une réalité plus profonde. Cette séquence, met en lumière un regain à l'échelle nationale du racisme que l'on savait existant, mais enfin un racisme anti-noir que l'on croyait en recul. Une tension désormais exposée, plus qu'avant, peut être l'occasion de crever l'abcès. Peut-on espérer? En tous les cas, comme me disait ma grand-mère, il ne faut pas toujours blâmer une contrariété. Encore faut-il savoir en tirer les leçons. Aux dernières nouvelles, on apprend que Bali Bagayoko juge scandaleux qu'il n'y ait eu aucune condamnation à un niveau qui doit être le nôtre, c'est-à-dire jusqu'au niveau de l'Élysée. Une condamnation nécessaire, selon lui, pour porter la grandeur de ce qu'est la France, qui a toujours été première de cordée contre les propos racistes. Il a affirmé ce lundi au micro de France Inter, c'est sa façon que je pense distante de considérer cet événement. Pour notre part, nous conclurons en rappelant que ce que disait Bertolt Brecht du nazisme, on conteste. Enfin, on attribue cette sentence, cette phrase à Brecht, mais ce ne serait pas lui véritablement l'auteur, mais là n'est pas le sujet. Cette citation est « Le ventre est encore fécond, d'où surgit la bête immonde ». On peut adapter ça au racisme et dire que le ventre est encore fréquent, d'où a surgi la bête immonde. Cette formidable sentence vaut tout autant pour le racisme. Jingle. Alors, commune en tension, le révélateur quorum d'un modèle à bout de souffle, c'est toi. Oui. Voilà. Oui, les élections communales viennent de se terminer. C'est tout naturellement qu'on peut se poser la question du quorum. Alors, pour beaucoup de gens, qu'est-ce que ça veut dire, quorum? C'est un nom qu'ils commencent à entendre de plus en plus, mais ils ne savent pas ce que c'est. Alors, quorum, ça veut dire contrat de renouvellement pour l'outre-mer. Ouais. Donc, ce qu'il faut déjà retenir, que c'est un contrat qui est passé entre l'État et certaines communes. Ouais. Et c'est un contrat qui est
sur la base du volontariat. On n'oblige personne. Ce sont les communes elles-mêmes qui doivent décider si elles veulent passer un contrat avec l'État. Ce sont des contrats qui ont une durée de 3 ans, renouvelable. Et ce contrat, qu'est-ce qu'il implique? Il implique d'abord pour les communes d'abord, la recevabilité, c'est une commune qui a des difficultés financières, des difficultés d'organisation, des difficultés des retards de paiement de ses entreprises. Bref, c'est une commune qui ne remplit pas toutes les règles de fonctionnement d'une collectivité. Et cette commune voudrait s'en sortir, et donc, par conséquent, elle accepte qu'il y ait des perspectives de contraintes. Et c'est pour cette raison que l'État vient apporter quoi? Il vient d'abord apporter une subvention, ce qui n'est pas négligeable, puisque ce n'est pas un prêt, c'est une subvention. Ensuite, l'État apporte une assistance, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit la commune qui soit obligée d'embaucher quelqu'un de compétent pour pouvoir faire le diagnostic, l'audit et puis l'accompagner pour la mise en place des formules, c'est l'État qui met en place qui paye cet assistant. Et la commune s'engage à mettre en place les réformes structurelles qui sont nécessaires pour pouvoir sortir de l'état, en général, d'endettement trop important, pour pouvoir retrouver un certain équilibre. Et alors, on a constaté, il y a eu des premiers contrats en 2021-2023, et puis en 2023, ça a été renouvelé. Il y a quand même plusieurs communes qui sont concernées aujourd'hui par les contrats quorum. Alors, il y a Fort-de-France, il y a Saint-Pierre, il y a Macouba, il y a Trinité, Sainte-Marie, Saint-Esprit, Gros-Mande, Prêcheur. Donc, toutes ces communes sont... Et la question... Alors, on sait que ça se passe bien. Il y a des communes dont on n'entend pas parler. Ça se passe bien. Saint-Esprit, on sait que ça se passe très bien. Fort-de-France, nous a-t-on dit, est sorti de sa période de déficit budgétaire. Par contre, à Saint-Pierre, ça se passe moins bien parce qu'il y a la Cour des comptes a formulé des recommandations qui n'ont pas été respectées. Alors, la question, ce dispositif, de quoi est-il révélateur? Est-ce qu'il n'est pas révélateur, d'une part, de communes en difficulté structurelle, c'est-à-dire, quoi qu'il arrive, compte tenu des ressources qui n'arrivent pas à équilibrer les dépenses, est-ce que ça ne relève pas de ça? Est-ce que ça ne pose pas la question de la trop grande sujétion des communes à l'État, donc de l'absence d'autonomie financière, et aussi la question des quelles ressources pour les communes, puisque revenons à ce qui constitue les ressources des communes, c'est une dotation de l'État, c'est une fiscalité et c'est l'octroi de mer. À l'heure actuelle, on sait que l'octroi de mer, pour à minima, c'est 50% des revenus des communes. Et donc, effectivement, me semble-t-il, mais ça, je pense qu'on en parlera dans une autre prochaine émission, la vraie question, c'est comment, pour les communes, augmenter leurs ressources? Quelles sont leurs marges de manœuvre? Et il y a une piste que je voudrais indiquer, c'est la piste du foncier. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer à quel point les collectivités ne savent pas de quoi elles sont propriétaires. Or, en sachant de quoi elles sont propriétaires, elles pourraient fixer des redevances pour l'occupation de leur domaine et donc avoir une source de revenus, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc ça, c'est une piste à tracer. Et puis l'autre question, c'est il me semble que les communes puisque c'est sur la base du volontariat, qui font appel au quorum, ça montre qu'elles ont cette volonté de pouvoir mettre en place des réformes structurelles. Et ce qui est peut-être plus inquiétant, c'est pour les communes qui ne sont pas en équilibre, qui ne font pas appel au quorum, parce que peut-être qu'elles ne sont pas prêtes à mettre en œuvre les dispositifs que le quorum permettrait. Donc, en conclusion, oui, c'est le quorum, le signe d'une difficulté des communes, mais en même temps, c'est la démonstration d'une volonté des maires de vouloir s'en sortir. Et je dois dire que pour terminer, sur la question de la suggestion à l'État, il y a des préconisations. S'il y a un dialogue entre l'État et la commune, ça peut être discuté. Je prends simplement l'exemple de Fort-de-France, où il y avait des préconisations, notamment au niveau du personnel et de l'augmentation des impôts.
et la ville est arrivée à retrouver l'équilibre sans augmenter les impôts. Donc, il y a des possibilités de liberté de manœuvre. Autrement dit, une ville peut-être en difficulté financière et ne rien faire. Elle peut être en plus grande difficulté, être sous tutelle du préfet, ou elle peut volontairement se mettre sous les fourches codines, enfin, positives du quorum. C'est ça, c'est le schéma. Sinon, on continue à vouloir être maire à tout prix, quelle que soit la situation. On a le même enthousiasme pour être maire. Les candidatures des dernières élections nous l'ont prouvé qu'il y a toujours cette... C'est quand même paradoxal. Ça veut dire qu'on peut très Mais bien... rappelle-toi, à la fin de ton édito, la dernière fois, tu disais que c'est positif, voilà, ça veut dire que... Une volonté de vouloir s'occuper du commun. De vouloir bien faire sans le sou, c'est quand même quelque chose. Est-ce qu'on est conscient? Mais n'empêche que je confirme ce que j'avais dit. La Martinique franchit le seuil caribéen. Emmanuel, tu développes. Alors, le seuil caribéen, oui, la Martinique va bientôt intégrer la CARICOM. C'est un long processus. Ça fait 20 ans que le processus a été enclenché. On arrive au bout du processus, puisque la commission de l'Assemblée nationale a validé les choses, et maintenant ça doit passer en plénière. Donc c'est une formalité, donc ça devrait être signé très bientôt. Et donc c'est un rêve qui aboutit pour ceux qui sont aujourd'hui à la tête de notre collectivité. Et donc, c'est quelque chose qui semble naturel que la Martinique soit pleinement intégrée dans son espace caribéen. Ça, c'est un peu la vision logique, puisque jusqu'à présent, nous avions un territoire caribéen qui était finalement, qui n'était pas dans son espace, avec des difficultés de coopérer avec son environnement, du fait même de son appartenance à la France et à l'Europe, avec toutes les contraintes qui se mettent sur ces territoires. Donc voilà ce qu'on peut dire. Alors, il faut rappeler que c'est un statut qui reste hybride, parce que la Martinique va intégrer la CARICOM comme État associé, et non pas avec tous les pleins pouvoirs d'un adhérent à la CARICOM. Donc elle aura beaucoup de limites pour pouvoir actionner les leviers que pourrait lui permettre cette adhésion. Mais en tout cas, symboliquement, elle fait partie maintenant de la grande famille de la Caraïbe. Et ce que je voudrais quand même dire, on l'avait d'ailleurs déjà exploré ici, c'est important de faire partie de cet ensemble, mais il faut être lucide et il faut être attentif au risque de cette adhésion. Parce que bien évidemment, à première vue, c'est formidable, mais il faut bien comprendre les volontés des uns et des autres, et les volontés aussi des autres membres de la CARICOM de voir la Martinique rentrer dans le cercle. C'est une aubaine perçue par beaucoup d'autres pays qui voient là une porte d'entrée des industries de la Caraïbe vers nos territoires et vers l'Europe. Ce qui voudrait dire, si on y prend garde, c'est que la Martinique devienne d'une certaine manière très dépendante de nouveaux flux d'importation à très bas coût, avec un impact immédiat, direct, sur notre maigre réseau industriel. Je prends le cas l'exemple, par exemple, des usines de boissons, de Coca-Cola, qui sont très puissantes dans la Grande Caraïbe. Eh bien, si on devient un marché de consommation, ça veut dire qu'on peut prendre le risque de voir notre propre industrie s'éteindre sous la compétition de ces nouveaux produits importés. Donc, il faut bien faire attention à ne pas non plus s'exposer à ce risque-là. Et puis, la deuxième chose, c'est que faire partie de la famille, oui, mais il faut aussi peut-être adapter nos règles du jeu pour pouvoir commercer d'égal à égal avec nos voisins. Et là, on remet sur la table la fameuse idée de zone franche sociale, qui est un moyen de rééquilibrer un peu nos forces, parce qu'il y a aujourd'hui un tel écart sur le coût économique des exploitations des entreprises entre la Martinique et le reste de la Caraïbe, que si on ne touche pas à nos règles du jeu économique, ne serons pas compétitifs. Nous ne serons pas compétitifs et nous serons mécaniquement perdants. Et donc, pour moi, cette adhésion à la CARICOM, qui est une bonne chose, elle doit s'assortir maintenant d'une réflexion et d'une mise en œuvre d'un dispositif qui égalise nos chances pour pouvoir parler d'égal à égal sur le plan économique, parce que malgré tout, c'est la seule vérité, c'est l'économique, c'est le rapport économique. Si on ne règle pas ce problème-là, on se sera fait plaisir sur le papier en ayant pris des risques
un peu existentielle pour nous-mêmes. Et donc, ça nous oblige maintenant à poser le sujet économique et la zone franche sociale. Et de ce point de vue-là, je pense un dispositif qui pourrait nous aider. Je rappelle en 2 mots en quoi ça consiste. Ça consisterait, si on devait l'adopter, à réduire le coût du travail dans les entreprises de Martinique sans baisser les revenus des collaborateurs, puisque ça consisterait à éteindre notamment toutes les charges qui viennent peser sur les salaires et sur aussi bien côté patronal que côté salarial, de manière à ce que le coût du travail se rapproche du coût du travail caribéen. On ne va pas se rapprocher de manière identique parce que les écarts sont de 1 à 4 aujourd'hui. Mais si on peut ramener cet écart de 1 à 2, ça nous redonne quelques perspectives pour pouvoir travailler sur des stratégies intelligentes et de commerce équilibré. Ça veut dire que du fait de notre appartenance à l'Europe, on ne peut pas participer au Caribbean Single Market Economy, qui prévoit la liberté c'est un autre marché commun, parallèle. On ne peut pas avoir un pied dedans, dans l'Hexagone, enfin, en Europe et ici, on ne peut pas. Donc, on n'a pas cet avantage qu'ils ont. Encore que tous les États caribéens n'ont pas encore institué la liberté totale de circulation et des personnes, en tout cas. Les marchandises, oui, mais pas les personnes. Et donc, on ne peut pas donc participer à ça. On ne peut que recevoir, s'offrir donc une situation qui, sur le plan théorique et abstrait, ou philosophique, on pourrait dire. En fait, l'Europe nous donne des avantages. Qui sont d'autres avantages, oui. Et il faut faire des choix aujourd'hui. On ne peut pas non plus renoncer aux avantages de l'Europe pour avoir ceux de la Caraïbe, du CARICOM, de la CARICOM, et inversement. Donc c'est une vraie question politique, parce que malgré tout, le champ social dont on bénéficie aux Antilles, en Martinique, c'est quand même le résultat de notre appartenance à l'Europe et à la France. Donc, est-ce qu'on veut aussi abandonner ça? Donc, vous voyez, ce sont des arbitrages qu'il faut faire, mais de manière très lucide, de manière dépassionnée, pour pouvoir peser le pour et le contre et voir où sont nos leviers pour pouvoir performer dans notre bassin régional. Résolution du Ghana à l'ONU sur la traite transatlantique, Frédéric, sur un autre sujet très chaud, très controversé. Oui, c'est un sujet qui est très controversé et que pourtant je trouve très équilibré, puisque l'initiative du Ghana et de la CARICOM déplace par le fait de reconnaître l'esclavage contre le pire crime contre l'humanité. J'insiste sur le pire, puisque c'est là que se trouve souvent que se joue la dissension. Ça déplace le curseur de la morale subjective vers la norme juridique contraignante à échelle internationale, puisqu'on parle bien de l'ONU, qui est l'Organisation des Nations Unies et qui est transverse au monde. Alors, on a ce recul de se dire que nous sommes dans un contexte de ce qu'on appelle la juridicisation, je vais y arriver, je me suis entraînée pourtant, je t'assure Gérard, des réparations. Et il faut prendre cela avec des pincettes, puisque qualifier la traite de crime suprême, ça permet de sortir du pur symbole. Depuis la loi Taubira de 2001, certes, qui a été une très grande avancée, on reconnaît l'esclavage en France, en tout cas, en 2001, oui, comme crime contre l'humanité. Et aujourd'hui, le reproche qui est fait, non pas nécessairement à la loi, mais à l'État français, c'est d'avoir laissé cette loi à l'état symbolique, à l'état de valeur uniquement mémorielle, de n'en avoir pas fait cas de façon concrète en droit et en fait. Et est-ce que finalement, on n'est pas devant une sorte de volonté de réparation, de fracture structurelle dont on parle assez souvent ici, ce fameux cheval à 3 pattes, pour pouvoir dépasser les obstacles au développement réel des sociétés postcoloniales que nous connaissons. Et de l'autre côté, est-ce que nous ne sommes pas en train d'aborder une sorte de piège de la hiérarchisation, puisque vouloir classer des tragédies, les isoler, est-ce que ça ne peut pas être interprété également comme un outil de segmentation politique? Est-ce qu'on ne risque pas de transformer une quête de justice
en division de l'humanité par une sorte de palmarès mémoriel. Je pose toutes ces problématiques parce qu'elles sont utiles au raisonnement. Emmanuel a parlé de l'intégration à la CARICOM. Là encore, il faut le soulever, ce sujet. C'est que la Martinique est en voie d'intégration à la CARICOM, à cette région Caraïbe. Est-ce qu'il ne faut pas aussi se poser des questions? Puisque d'un côté, on a à cette proposition de l'ONU 123 pays qui ont dit oui, 3 qui ont dit non, et une cinquantaine qui se sont abstenus, dont la France. Donc d'un côté, on a l'Europe qui est très fragmentée à ce sujet, et de l'autre côté, on a la CARICOM qui a porté ce sujet. La CARICOM, c'est beaucoup de défis, c'est le climat, c'est la sécurité alimentaire, c'est la connectivité, mais c'est aussi le positionnement juridique, le positionnement éthique, moral par rapport à cette approche. Et là encore, il faut se poser la question de notre positionnement. Alors, je vous ai posé plein de questions et je n'oserais donner de réponse si ce n'est que, il me semble, que la véritable justice ne peut pas nécessairement naître de la classification des drames. Et il est également à souligner qu'on a peut-être beaucoup tardé aux réparations et à la reconnaissance de la dignité intrinsèque de chaque victime. En introduction dans ton éditorial, Gérard, tu as cité la situation très particulière du maire de Saint-Denis. On peut chacun avoir notre avis à ce propos, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de réactions qui sont héritées dans ce contexte-là. Tout comme Madame Taubira a vécu aussi des réactions dites héritées de son temps. Et effectivement, on ne peut pas distinguer les rangs ou faire de palmarès de la douleur, d'accord? Mais je crois qu'il faut refuser de transformer la mémoire en outil de division, en outil de hiérarchie. En revanche, il faut que l'égalité se considère comme un acte de solidarité authentique par les États. Je crois que la France qui s'est abstenue, et je peux l'entendre, doit également faire preuve d'une démarche concrète de réparation, non pas dans un objectif punitif, mais dans un objectif de remise à niveau de nos collectivités, de nos hôpitaux, de nos systèmes. Je ne suis pas convaincue que ça passe par la reconnaissance de l'esclavage comme le pire des crimes contre l'humanité. En revanche, ce genre d'événement se produit car la nature a horreur du vide et il faut absolument que les États puissent occuper ces vides avec des tables rondes qui s'ensuivent de faits, qui s'ensuivent de restructuration, qui s'ensuivent de développement, notamment avec des décisions comme la zone franche sociale, des décisions économiques fortes qui nous permettent, comme des chevaux à 3 pattes, de récupérer notre 4e patte. C'est dans cette égalité de regard que se construit la solidarité capable de guérir les structures sociales sans pour cela avoir à fragmenter l'humanité. Je n'ai absolument rien à ajouter, aucun commentaire à faire à ton analyse. Et c'est quand on va comprendre ça qu'on va véritablement avancer. Black Matters, c'est pas notre réalité. Le racisme, les lois crocs-américaines, c'est pas notre réalité. Notre réalité ici, elle est différente. Notre réalité, c'est la créolisation. Notre réalité, c'est la période postcoloniale que nous avons vécue avec la départementalisation, avec Césaire et tout. Donc, il ne faut pas plaquer. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même 10 siècles d'esclavage arabe et qu'en soi, c'était déjà quelque chose d'horrible. Je pense qu'il faut savoir garder raison et puis garder la tête froide et puis ne pas toujours se comparer aux maux et aux désastres humains de l'humanité pour avancer. Jingle, société. Alors, rester humain à l'ère de l'IA, oui, de l'intelligence artificielle générative, comme disait au début. Mettons, on a enlevé générative. Christian, oui, ben, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est complètement contemporain. Et particulièrement, en fait, dans l'article que tu m'as donné, il parlait beaucoup de ChatGPT, par exemple, qui, rappelons-le, est défini comme un agent conversationnel d'intelligence artificielle.
ChatGPT est capable de répondre à des questions, de tenir des conversations. Vous interrogez ChatGPT sur n'importe quel sujet, il vous répond. Et je dois vous dire que dans ma jeunesse, évidemment, un peu comme vous, on avait le dictionnaire. C'était la seule source de savoir. Et j'avais imaginé un jour qu'on puisse accéder à tout. Ouais. Mais aujourd'hui... C'était toi. Aujourd'hui, c'est une réalité. Alors, on va voir bien évidemment qu'il y a des risques, il y a des possibilités de détournement. Alors, une petite parenthèse que je voudrais vous faire aussi. Faut pas rire, hein, mais j'étais sur les réseaux et je m'amusais un peu et je vois une information disant vous avez plus de 70 ans, si vous voulez être performant, il faut consommer ça. Et en fait, si vous voulez, qui c'est qui disait ça? Quand on fouillerait, Bernard Kouchner. Alors je me suis dit, c'est pas possible. Non, mais vous voyez, en réalité, c'est manifestement une manipulation qui fait qu'on prend un homme qui a sa célébrité en quelque part, qui a sa notoriété, et on le met au centre d'une fausse information. Vous voyez, tout ça pour vous dire que avec les nouvelles technologies et avec notamment l'intelligence artificielle, ChatGPT ou Gemini, on assiste véritablement à ce qu'on appelle un basculement social. Un basculement. Aujourd'hui, tout est à portée de main. On peut savoir l'origine des iguanes, on peut savoir l'origine des hippopotamus, on peut, si vous voulez savoir comment traiter sa retraite, on peut créer... Quand est-ce qu'on a créé un four au micro-ondes? Bon, tu vas... Il y a plein de... Tout est possible. Aujourd'hui, on va plus vite. On accède plus vite. Et tout ça, si vous voulez, ça, c'est probablement... Ça affiche une société nouvelle. Un être humain qui sera différent. Hein, on a déjà parlé des économies qu'on peut avoir dans le travail, on a déjà parlé des incidences qu'il y a, si vous voulez, sur les métiers, d'ailleurs, même les médecins, les experts comptables, vous voyez, tout ça, on pose des questions sur les mutations qu'on va subir tous ces métiers. Alors, donc, le basculement aujourd'hui est opéré, nous sommes dans un tournant intellectuel créatif majeur, à mon avis. Alors, tu as parlé de ça d'ailleurs, des algorithmes aujourd'hui. C'est le monde des algorithmes qui pilotent toute la mutation technique de notre monde, quoi. L'intelligence humaine est reléguée au second plan. Je vais vous faire une petite anecdote encore. J'ai un monsieur qui s'appelle Monsieur Amédée, qui est au François et qui vend des légumes près de l'église le matin. Je lui fais un petit coucou si jamais il nous écoute. Ce monsieur, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il a son petit carnet où il a acheté un machin qui a mis 4,50 €, 3,20 €, et il fait les additions. Il n'a même pas de petite machine pour pouvoir cumuler, vous voyez. Il fait de tête. Et lui, il a décidé de continuer à faire ses additions. Je ne sais pas s'il fait une règle de 3, mais enfin... voilà. En tout cas, si nous manquons de vigilance, ces réalités vont nous bouleverser. Donc, il est intéressant, il est important de ne pas avoir d'idées préconçues, mais aussi de réfléchir sur l'adaptation de ces dispositifs à notre monde d'aujourd'hui. Et bon Dieu, si on peut accéder à toute l'information, on devrait être plus intelligent, on devrait être plus paisible, on devrait être plus humain, mieux connaître la vie et l'histoire pour construire un avenir humain. Voilà. Ouais. Mais c'est une question nous sommes vraiment dans une période de transition. Ouais. Il y a tellement à dire sur ça que ce que je sais en tous les cas, c'est qu'il faut bravement s'attacher sa ceinture, comme disait Césaire, et affronter ces technologies nouvelles, essayer de les utiliser avec le plus d'intelligence possible. Et ça, on peut le faire. Je suis persuadé. Comme on a utilisé Google, comme on a utilisé Que faire contre la désinformation? Enfin, toi qui es un homme de communication. Élite hors sol. Quand la politique invente un pays qui n'existe pas, c'est-à-dire que des gens qui sont hors sol, élite hors sol, Emmanuel. Oui, tu évoques dans la note que tu m'as transmise, tu évoques un peu le retard culturel des élites, finalement, leur incapacité à embrasser la réalité d'une société qui est en réalité déjà métissée et qui, pour une bonne partie d'entre elles, préfère s'accrocher à un passé fantasmé qui n'existe plus. C'est vrai que le monde évolue, le monde n'est pas le même aujourd'hui, en 2026, qu'il était il y a 40 ans. Mais il faut en prendre acte, simplement, et puis observer cette évolution de l'humanité dans son sens naturel. Donc c'est important aujourd'hui, et aujourd'hui des débats se cristallisent autour de cette société qui ne ressemble plus à ce qu'elle était, mais avec parfois les mêmes clivages qu'il y a 50 ans. Et c'est peut-être là qu'il faut essayer de rafraîchir un peu les logiciels d'appréciation de nos environnements
pour ne pas rester dans le ringardisme réactionnaire de notre rapport à la société. Et donc voilà. Et là-dessus, il y a plein de choses qui viennent se percuter. Il y a le concept de l'assimilation contre celui de l'intégration, par exemple. Voilà deux manières d'aborder le regard sur notre société. Et donc, avec l'assimilation qu'on pourrait qualifier de modèle rétroviseur qui correspondait à une période, mais aujourd'hui, l'état de la société s'est constitué d'êtres différents, d'êtres métissés. Et donc, est-ce que ça a vraiment du sens encore de rester dans cette obsession assimilationniste? Par exemple, je ne prends pas position, je pose une question ouverte. Et puis, vous avez l'intégration qui est plutôt le modèle du contrat, dans lequel vous intégrez de nouvelles personnalités dans votre environnement social, avec l'espoir que ça prenne, c'est-à-dire qu'à la fois il y ait adoption des modes de vie, mais en même temps enrichissement par l'apport. C'est ça le vrai contrat dans lequel peut-être que nos élites ne sont pas encore complètement prêtes quand on observe les grands clivages du débat politique. Donc c'est important finalement de mettre un petit peu de philosophie dans ces questions. Et puis, donc, une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit qu'en effet, et peut-être que l'IA aussi est un accélérateur de ce phénomène, que plus on avance, plus les positions se radicalisent, et aussi sur des questions de regard biaisé de ce qu'on apprécie dans la société. Et on revient sur de mauvais réflexes, de mauvais regards. Alors, ça peut être un regard raciste, en tout cas, ça peut être un regard racialisé. Enfin, il y a plein de dérives qui sont quand même inquiétantes. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, l'idée, c'est peut-être de revenir peut-être sur des choses très simples. C'est quoi le destin commun dans une société? Qu'est-ce qui peut nous rassembler plutôt que qu'est-ce qui doit nous diviser? Donc, arrêter peut-être de perdre son temps sur ces mauvais critères de division parce que ils sont assez vains. En revanche, il y a des instruments de cohésion qui existent. Il y a des principes aussi que notre République, qui était très chère, Gérard, nous a apportés. Qui m'est devenu cher. Oui, mais sur lesquels on peut vraiment s'inspirer pour en trouver de vraies réponses, notamment dans la laïcité. Bon, je crois que là, il y a une réponse de fond sur laquelle il faut vraiment se revenir quand on perd ses repères, parce qu'au fond, la laïcité dit des choses très simples. Elle dit liberté, elle dit égalité, elle dit fraternité. Et je pense que si ces trois mots sont plus que des mots, mais deviennent des gestes, deviennent des actes de comportement, eh bien, tous ces débats que mènent très mal nos élites dépassées seront bien gérés. J'ai lu un article qui était publié hier ou avant-hier, trop tard pour le soumettre, qui explique qu'une 6e République, par exemple, ne va pas du tout régler la question politique et que les élites ne se rendent pas compte que la France est divisée en 3 parties, quoi. On le sait, là. Et que c'est comme ça maintenant. Il n'y a plus maintenant cette alternance gauche-droite et qu'il y a 3 groupes il faut faire avec. Oui, et ce matin, on avait le secrétaire général du Parti communiste français, Fabien Roussel, qui s'exprimait à la radio et qui a traité le sujet. C'était assez intéressant parce que c'était sa vision par rapport à celle de Jean-Luc Mélenchon. Et il y avait un vrai débat. C'était très intéressant d'entendre les deux points de vue parce que d'un côté, Jean-Luc Mélenchon, lui, avait tendance à recommunautariser la vision de la société française, quand Roussel, lui, revenait sur le principe de l'humanisme et de la laïcité. Et j'ai trouvé que ce débat était plutôt enrichissant. Parlons de la Chine et du fait que la Chine soit maintenant considérée comme un pays très sérieux dans les échanges économiques et dans les affaires. Oui, et Gérard, en fait, je m'en rendais compte, mais le fait d'avoir vu ton article, ça me l'a rendu réalité. Donc, c'est une observation des dynamiques internationales qui nous montre, en 2026, un basculement réel entre la domination par la norme institutionnelle, si on peut l'appeler ainsi, par les grandes organisations internationales, l'ONU, l'OTAN, vous les connaissez, et la domination par une sorte de dépendance commerciale ou contractuelle
d'accord, qui avait déjà démarré avec nos amis américains, hein, dans notre situation d'après-guerre, mais qui aujourd'hui est complètement évidente. Voilà. Le retrait de la fiabilité américaine, c'est ce que nous ressentons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le sentiment que on ne peut plus faire confiance à Donald Trump. Je ne sais pas pourquoi. Et à l'Amérique. Je ne sais pas pourquoi. Et pourquoi. Et à l'Amérique, du coup. Et à l'Amérique, bien sûr, mais il en est président. Mais c'est quand même Donald Trump qui l'incarne. Et on est dans une diplomatie du deal qui n'a pas que des défauts, puisque cette diplomatie du deal permet d'aller vite, d'éviter les histoires un peu trop longues de ronds de cuir, trop institutionnelles, avec des intérêts nationaux qui priment et des engagements long terme qui deviennent court terme, et puis on fait le deal tout de suite. Donc il y a une sorte de logique d'efficience derrière cela. Et en même temps, on est sur une instabilité systémique, puisque cet usage d'impulsion, que ce soit par les droits de douane, que ce soit par des ruptures unilatérales de traités ou des annonces d'envahissement de pays ou d'autres, ça commence à détruire effectivement la valeur de signature de l'État américain qui était, on le rappelle, qui est toujours considéré, et pour combien de temps encore, comme le gendarme du monde. Et on a notre Chine qui arrive avec une ascension et qui devient, l'aurait-on imaginé, un gage de stabilité, de sécurité chinoise, de sérieux, avec... pourquoi ? Parce que, y compris dans les Caraïbes, une prévisibilité des infrastructures. Les Chinois arrivent, mettent en place une gouvernance interne, mettent en place un apport économique stable qu'ils ne retirent pas. Dans les Caraïbes, aux États-Unis, ce sont les premiers créanciers des Américains, faut-il le rappeler, et qui opèrent des investissements massifs qui ne sont pas conditionnés à des critères de gouvernance interne, mais qui semblent permanents depuis bientôt de longues décennies, on va dire depuis une cinquantaine d'années. Oui. Et on a quand même une asymétrie de pouvoir, c'est-à-dire que quand ils sont là, c'est eux qui, on le voit en Afrique ou dans les autres zones, c'est eux qui mènent la danse, c'est eux qui impulsent et qui disent, maintenant nous sommes installés, il y a une contrepartie, c'est celle de nous laisser la place dans votre gouvernance, et on est sur une absence de conditions tant éthiques que environnementales, et ça peut également, c'est un contre, fragiliser cette stabilité apparente de la Chine. Et je crois que l'enjeu aujourd'hui de ce sujet, c'est de sortir d'une logique de domination, qu'elle soit américaine ou chinoise. Vous me direz qu'aujourd'hui, je suis particulièrement optimiste, mais c'est de sortir de cette logique de domination par une logique peut-être de sécurisation, une logique de sécurisation mutuelle. On l'a vu, malheureusement, la peine est-elle chère qu'au lendemain de guerre ? La peine est-elle chère qu'au lendemain de guerre ? On a vu des équilibres beaucoup plus prononcés, beaucoup plus égalitaires au lendemain de guerre, et quand les sociétés commencent à se refragmenter autour de leurs économies, à reprendre la domination, et c'est aujourd'hui le cas, puisqu'il y a de grandes dissensions entre les pays économiques, on arrive à des difficultés d'avoir une coopération sincère sur les biens communs mondiaux. Donc la conclusion serait de renforcer tout ce qui a été mis en place après-guerre, qui était supposé établir cet équilibre, de l'Union européenne à l'ONU, pour que ce ne soit pas des antichambres du pouvoir ou des représentations mythologiques, mais que ce soit des instances réelles qui permettent de réguler des biens communs mondiaux. Oui, on peut espérer. Et jingle, culture. Daniel va vous parler d'un formidable petit bouquin, mais je la laisse faire. Oui, mais tu disais les raisons d'espérer, mais c'est justement la culture qui nous les donne, les raisons d'espérer. Oui, quand on parle de culture, on parle de littérature, on parle de musique, mais aussi on parle de cinéma. Alors juste, avant de parler du livre d'Emmanuel, faire un grand coucou et de grandes félicitations au film de Jean-Michel Loutobi, Les Fractures Invisibles, qui passe en ce moment après une sortie sur le plan national hexagonal, qui est sortie sur les écrans martiniquais.
les vacances approchent, allez voir, même si vous ne voyez pas en même temps parents et enfants, mais après, vous pourrez en discuter. C'est vraiment un film à voir. Alors, j'en arrive à la littérature pour parler du livre d'Emmanuel de Rênal, le dernier enfant, le dernier bébé. Alors, donc, je le montre hein, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qui ne l'ont pas encore vu. Alors, si vous vous souvenez, il y a 15 jours, je vous parlais du livre de George Orwell, 1984. Nous étions dans un monde où on imaginait un monde qui était dominé par les machines, un monde sur surveillance extraordinaire, où l'individu n'avait plus finalement de personnalité et parce qu'il devait obéir à Big Brother. Et puis, il y a une semaine, je vous ai parlé de Cécile Maximin, qui est le livre de Claude-Michel Privat. Et je vous parlais du temps d'avant. Je vous parlais parce qu'on traçait l'histoire, les coutumes des familles de Martinique avec les réunions familiales, les rencontres entre voisins, les traditions culinaires. Eh ben, le livre d'Emmanuel, L'écho d'avant, c'est un pont entre ces deux mondes. Le monde qui est pire que celui qu'Orwell avait imaginé, presque un monde hyper connecté, dont Christian a un peu parlé tout à l'heure. Et Emmanuel arrive, parce que c'est son talent et c'est l'art de la littérature et des mots, de pouvoir faire ces ponts entre ces mondes-là. Parce que c'est l'histoire et c'est la rencontre, en fait, entre Naomi, qui est ce monde ultra connecté. Naomi ne pense, ne voit, n'entend que par ses lunettes connectées, et qui va rencontrer le gardien des livres qui a 103 ans et qui a des carnets. Et donc, comment Emmanuel nous traduit cela? Il y a les chapitres pour parler du monde d'avant, et c'était « avant on ». Et donc, et chaque fois, il prend un exemple. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, moi, j'ai retenu pour vous qu'un exemple, tellement la puissance de l'écriture d'Emmanuel nous permet de vivre ce qu'était le monde. C'était avant, on matait un film au Vulcano. Alors, au Vulcano, c'est le cinéma du Morne Rouge. Et donc, Emmanuel nous retrace l'ambiance des enfants qui regardent un film. Et on s'imagine sans peine Emmanuel criant « Issalé !» en même temps que tout le monde, tous les enfants jouant combat l'épée à l'école le lendemain. Tout ça, ça nous est rendu très, très, très vivant. Et donc, il nous donne aussi des pistes pour comprendre comment la jonction peut se faire pour ne pas avoir une vision ni trop nostalgique, ni trop désespérée. Donc, par conséquent, je vous incite vraiment à lire L'écho d'avant d'Emmanuel de Rênal. Et ce soir? Alors, c'était... oui, nous avons eu ce soir, le mercredi, puisque nous enregistrons mercredi, le café littéraire de Tous Créoles sur le livre d'Emmanuel. Avant être sincère, j'en vois bien que l'émission est rediffusée. Donc, elle est enregistrée aujourd'hui, mercredi. Nous avons ce café littéraire avec le bouquet de Manuel, et l'émission va être rendue vendredi à 20h. Voilà. Ouais, voilà. C'est un secret pour personne. Je vous invite, en tous les cas, ça sera trop tard, mais plongez dans le bouquin. Vous aurez raté la conférence. Voilà. Musique, maestro. Alors, 3 choses. D'abord, féliciter mon amie à gauche, là, parce elle me remplace de manière extraordinaire, à tel point qu'elle me donne des complexes. La première chose. La deuxième chose, j'avais envie de faire quelque chose sur les musiques de campagne politique, parce que cette année, il y a eu des compositions musicales extraordinaires. Bon, on a eu des problèmes techniques, ce qui fait que j'ai pas pu, peut-être après. Ouais, et j'ai choisi de vous parler de Claude Césaire. Claude Césaire. Encore un Césaire. Encore un Césaire. C'est le fils de Mano, et c'est le frère aîné de Manuel Césaire. Alors, Claude, effectivement, on ne le connaît pas beaucoup parce que c'est un homme discret. C'est un homme d'une humilité extraordinaire. Et il a fait des études de musique. Il est pianiste. Il est enseignant à la Cour-Semblée à Schellcher. C'est un gars d'une grande humilité. Et donc, sans plus tarder, allons écouter une interprétation qu'il fait de Moins rêver, un titre de son père, Mano Césaire.
merveilleuse Merveilleux, composition. Hein, absolument. c'est très joli. Hein, voilà. Alors, Claude, il est discret, mais il a quand même composé plus de 60 chansons. Hein. Il a fait aussi des outils pédagogiques, on va voir tout à l'heure. Il a écrit des chansons à succès comme Destin, Aïcha, Desawa, qu'il a écrit avec Ina Césaire. Hein. Bon, il est connu dans le milieu éducatif. On va écouter une deuxième vidéo, avec Palaviré, le titre Destin. Frédéric réagit bien, vous avez en fait, tout le monde. Mais c'est une très belle chanson hein, qui a un certain nombre d'années, mais qui ne s'use pas, qu'on joue. Enfin, moi, je joue ça avec mon groupe avec beaucoup de plaisir. Voilà. Alors, je vous le disais, Claude, c'est aussi un pédagogue. Il a créé des méthodes de piano. On a connu la méthode Rose. Eh bien, voilà, Claude, c'est la méthode de piano avec de la musique du pays. Ouais. Vous voyez ? Il y a de belles mélodies qu'il a retranscrites, il a bien fait des partitions. Donc, si vous voulez, il s'est vraiment investi, non pas dans le spectacle et tout, mais véritablement dans la transmission. Ah oui. Voilà. Donc, ça, c'est donc une des méthodes qu'il a faites, qui a été distribuée, nouveau débutant. Voilà. Voilà, adapter, si vous voulez, les rythmes traditionnels à l'apprentissage. Hein. La méthode Rose, c'était assez carré, mais là, si vous voulez, ressentir le rythme, en même temps exprimer la mélodie au piano, ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, a son importance dans l'éducation. Alors, Claude, pardonnez-moi, il a travaillé avec, on a vu Palaviré, il a travaillé aussi avec Puzzle, il a travaillé aussi avec Alléliron, il a été directeur musical aussi de la Perfecta. On va voir une prochaine vidéo avec son père. La Sirène, rappelons que c'est un titre qui a été écrit par Loulou Boislaville, qui a été arrangé par Paul Rosine et qui a été joué par Manavoie et qui aujourd'hui est enseigné dans toutes les écoles de la Martinique. Voilà. Claude Césaire a travaillé aussi avec Gertrude Séné, il a travaillé avec Ina Césaire avec laquelle il a écrit des chansons, il a travaillé avec Raftama, il a travaillé avec Mano son père, Pipo Bioudi. On va voir une prochaine vidéo.
Là, vous avez reconnu Face à Face, Oui. composition de Mouda. Et là, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que les œuvres existent à leur état un peu original, mais elles sont adaptées aujourd'hui pour le piano. Elles sont adaptées, ça c'est la formation Alléliron. C'est une formation qui a adapté beaucoup de compositions traditionnelles dans, si vous voulez, dans les espaces modernes, quoi, d'enrichissement. Voilà, on va terminer, je pense, avec l'Aïni de Marius Cultier, qu'il a aussi proposé. Voilà, au mélomane. Donc voilà, Claude Césaire, c'est un petit aperçu, mais c'est un homme pour lequel moi j'ai beaucoup de considération. On va peut-être faire un hommage à Pierre-Louis avec Claude Césaire, d'ailleurs, qui sera chef d'orchestre, puisque Pierre-Louis, c'est aussi un homme qui a marqué l'histoire de la Martinique à travers des chansons. Voilà. Merci beaucoup, Maestro. Merci, Daniel. Merci, Emmanuel. Merci, Frédéric. Merci, Johan. Merci, David. Merci, Mehdi. Merci, Max Moreau. Merci, Flore. Merci, Petit Jésus. À la semaine prochaine.